Alors, moi, je vais vous présenter du coup mon stage qui s'appelle Écouter l'arbre et qui propose une approche ethnographique et sonore des bois du Bas-Comminges. Donc, c'est un stage pour lequel j'ai été encadrée par Anne Sourdril et Mallory Gauvreau. Euh, alors, rapidement, je vais essayer de vous donner un aperçu du travail que j'ai développé dans mon mémoire. Et ensuite, je développerai autour de la carte narrative que j'ai faite pour illustrer le mémoire. Et je terminerai par un retour réflexif sur les 6 mois de stage parmi vous. Allons-y. Donc, comme vous le savez, j'ai été accueillie au sein du laboratoire d'Inafor pour ce stage. Mon travail, il a vu le jour sous l'impulsion de mes deux encadrantes et il est à la croisée de leurs questions de recherche. Donc, d'abord, on a la thèse de Mallory Gauvreau en géographie humaine qui porte sur la gestion des petits bois privés dans le Comminges. Elle adopte une approche qui l'amène à s'intéresser à la place des corps, des affects et des émotions dans le rapport au bois. Et ensuite, mon travail s'insère aussi dans les travaux d'Anne Sourdril, dont notamment le projet Sonate, qui depuis plusieurs années s'intéresse aux évolutions des paysages sonores dans un contexte de changement climatique et aux perceptions de ces changements par les populations. Donc, à la croisée de ces réflexions, mon stage, il questionne plus particulièrement le rapport des personnes au bois qu'ils côtoient à travers les sons. Et ce faisant, il questionne aussi les apports du son comme outil finalement dans la compréhension des relations humain-bois, voilà, dans la compréhension de la façon dont les usagers vont vivre leur bois. Alors, il existe une large littérature sur les approches sonores des environnements. Donc, je vais vous présenter ce que moi j'ai choisi pour mon cadre théorique. Donc, d'abord, je me concentre sur le son en tant que médium pour comprendre les relations humain-environnement et pas vraiment comme le son en tant qu'objet. J'utilise plutôt le terme de milieu sonore pour qualifier mon objet d'étude, puisque les termes de paysage sonore et d'environnement sonore sont très courants, mais pour moi, ils supposent un rapport frontal qui place l'homme comme séparé de l'environnement, séparé de son milieu, tandis que parler de milieu sonore, ça met l'emphase sur les relations qui composent le milieu et l'implication de l'auditeur dans les sons qu'il va percevoir. Dans ce travail, j'ai été inspirée par plusieurs auteurs, notamment Tim Ingold, qui est un anthropologue qui, euh, qui s'intéresse à l'expérience sensorielle comme un vecteur de connaissance du milieu, l'expérience concrète finalement du milieu. Ensuite, j'ai aussi utilisé Steven Feld et Roberto Barbanti, qui sont des chercheurs en sciences sociales sur les sons et qui m'ont permis d'appréhender la dimension sonore comme une façon de s'immerger dans le milieu et qui m'ont permis de questionner la tension entre rapport visuel et rapport sonore au monde afin d'envisager une nouvelle complexité dans les relations à l'environnement. Alors, mon terrain d'enquête, ça a été le Comminges, que vous connaissez sûrement. Du coup, j'ai travaillé autour d'Aurignac, dans le site des vallées coteaux de Gascogne. Donc, c'est un territoire qui est agricole et rural, avec beaucoup de polyculture élevage et de petits massifs forestiers. Euh, c'est un terrain qui a été très étudié et qui est le terrain d'étude de Mallory et aussi celui de Anne, notamment sur lequel elle a réalisé sa thèse. Donc, pour ma méthodologie, j'ai choisi d'articuler deux méthodes. Donc d'abord des entretiens semi-directifs que j'ai conduits dans les bois. Donc je me suis inspirée d'une méthodologie qui s'appelle l'entretien itinérant, qui permet plusieurs choses. C'est déjà de mettre en confiance les enquêtés en les amenant dans un endroit qu'ils connaissent et en ayant un rapport un peu moins formel que dans un entretien plus classique. Pour moi, ça a été aussi intéressant pour pouvoir aborder l'écoute du milieu in situ. Ensuite, j'ai aussi utilisé des entretiens sur écoute réactivée donc l'idée ici, c'est
c'est de faire écouter des enregistrements qui sont plutôt familiers aux gens afin de mettre un focus sur le son et d'utiliser le son comme embrayeur d'une discussion. Voilà, l'idée, c'est de faire réagir les enquêtés au son qu'ils vont entendre dans les enregistrements. Avoir ces deux méthodes, ça m'a permis une flexibilité pour pouvoir m'adapter à la météo, m'adapter au temps disponible des enquêtés et d'avoir au moins l'une des deux méthodes à chaque fois et donc toujours un focus sur le son. Ça m'a aussi permis de pouvoir comparer écoute in situ et écoute ex situ. Donc, ma phase de terrain, elle a duré 3 semaines. J'ai rencontré 21 personnes durant 16 entretiens, donc j'avais des groupes de deux parfois. J'ai aussi rencontré d'autres personnes, notamment dans un atelier de langue gascogne, et, euh, et aussi d'autres personnes comme un formateur, qui m'ont permis de contacter, euh, enfin voilà, de me faire un petit réseau sur le terrain. J'ai essayé autant que possible d'avoir des profils variés dans les enquêtés, même si j'ai une majorité de propriétaires forestiers, puisque l'idée c'était quand même de s'insérer dans le travail de Mallory, qui travaille sur les propriétaires de bois. Donc, je vais vous présenter une partie de mes résultats. Euh, donc, euh, Déjà, les entretiens ont montré une grande diversité d'usages qui va de la coupe de bois de chauffage à la cueillette de champignons, tout en passant par la promenade dans les bois, la chasse, etc. Donc, évidemment, certains usages sont uniquement circonscrits aux propriétaires forestiers, puisque ben, la coupe de bois, il faut forcément être propriétaire de son bois pour pouvoir couper du bois. Mais pour ce qui ne nécessite pas d'être propriétaire, j'ai remarqué que finalement, tous les usagers ont les mêmes, voilà, vont avoir les mêmes pratiques, et ils vont surtout avoir plusieurs pratiques dans les forêts. Euh, ils vont à la fois se promener, par moment cueillir des champignons. Donc voilà, les usages en fait ne s'excluent pas. Chacun va avoir plusieurs usages dans la forêt. Euh, Ensuite, les entretiens ont montré qu'il y avait quand même des conflits d'usage dans la région, des conflits autour de la vision de ce qu'est une bonne forêt, de qu'est-ce qu'un bon entretien de la forêt, à quoi elle devrait ressembler. Euh, donc, euh, donc voilà pour ce qui est des usages. Ensuite, poser des questions sur le son, ça révèle des choses un peu différentes. Déjà, ben, le son des oiseaux, c'est vraiment un marqueur très fort des milieux sonores forestiers, mais ça va pas être le seul. En fait, j'ai remarqué que les gens connaissent assez bien le milieu, ils vont remarquer plusieurs types de marqueurs sonores et qui vont leur permettre de reconnaître le moment de la journée, euh, le type de forêt, la saison par exemple. Euh, Ensuite, la comparaison des entretiens in situ, donc dans les bois, et des entretiens sur écoute réactivée, ça a montré que des façons d'écouter qui sont très différentes. Euh, Dans un entretien sur écoute réactivée, les gens vont avoir une description assez précise et descriptive de ce qu'ils entendent, tandis que dans les entretiens dans les bois, finalement, on remarque une écoute qui est plus sélective, qui est contextualisé, qui est lié aux émotions, aux ressentis et aussi bah, aux usages qu'on a. Ensuite, donc, parler du son, ça révèle aussi la place très importante du silence dans les bois. Ça, c'est un élément sur lequel je vais revenir très vite. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc l'approche sonore, paradoxalement, elle révèle aussi la place des autres sens. C'est-à-dire que parler des perceptions sonores, ça amène aussi à parler des perceptions sensorielles en général, du toucher, de l'odorat, mais aussi beaucoup de la vue. Et alors, le sens de la vue euh, revient de manière très importante. C'est-à-dire que le champ lexical de la vision est très utilisé, même au sens métaphorique, dans les discours.
Et, euh, et on sent une réelle coopération de la vision et de l'ouïe pour avoir des preuves, pour établir des certitudes. Euh, Par exemple, on va évoquer des images mentales associées à la source du son pour parler de ce qu'on connaît, de ce qui est reconnu dans la forêt. Donc, cette approche sonore, elle m'a amenée à analyser plusieurs choses. Déjà, l'importance du silence, comme je disais, pour moi, elle suppose un rapport assez ambigu au bois qui est finalement une sorte d'interface avec le sauvage, qui est une limite avec voilà, l'inconnu, le sauvage, puisque le silence dans les bois, il est à la fois un signal d'alerte, il est frais, il peut signifier la peur, notamment quand il fait référence au silence de la nuit. Le silence des bois, il va être aussi parfois synonyme d'éloignement des sons anthropiques, donc éloignement des humains. Et alors là, il va plutôt signifier la quiétude. Il va être finalement, il va être recherché par les usagers. On recherche le silence anthropique dans les bois. Euh, donc, euh, L'écoute située, comme je disais, in situ, elle permet de mettre en lumière l'implication du corps dans l'action et donc la perception qui est sélective en fonction des usages qu'on a dans le bois. Euh, et donc moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant finalement dans les entretiens, c'est que la difficulté à parler du son et à rester sur le domaine du sonore et c'est cette, ce glissement qu'il y a avec le sens de la vue, il me révèle du coup donc un rapport très très visuel au monde. Et, euh, pour moi, questionner sur les sons, ça permet de déplacer un petit peu l'attention et d'interroger les autres sens. Donc de montrer qu'à la fois la relation au bois est très visuelle, mais finalement qu'elle est aussi plus complexe puisque les autres sens sont très importants et finalement révèlent d'autres types de connaissances du milieu. Finalement, moi, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que au-delà de déplacer l'attention de l'enquêté sur le caractère multisensoriel du milieu, c'est peut-être aussi l'attention du chercheur qui est détournée par cette approche sonore, puisque j'ai trouvé que finalement, c'est le fait d'avoir cette approche sonore qui, moi, m'a fait remarquer le rapport très visuel à l'environnement. Donc, cette idée-là, en fait, je la tire des théories de Roberto Barbanti qui nous explique qu'en fait, là où la vue euh, suppose un rapport assez frontal à l'environnement, elle focalise l'attention sur des objets. Le sonore, il permet de percevoir le milieu dans et les interrelations qui se passent dans le milieu. Je m'explique. Finalement, le sonore, percevoir les sons, c'est percevoir le milieu, pardon, percevoir soi-même les sons que l'on produit, mais percevoir aussi, en fait, donc sa position et son action sur le milieu. Donc, ce qu'il nous explique, c'est que l'écoute du milieu, ça nous permet de renverser un paradigme visuel et de focaliser l'attention sur une immersion dans le milieu et pas ça permet de sortir de ce rapport frontal à l'environnement. Et donc, pour moi, c'est une façon très intéressante d'apporter de la complexité à la compréhension des rapports humain-environnement. Alors, pour illustrer mon mémoire, j'ai réalisé une carte narrative. C'était sur une proposition de mes encadrantes et grâce à l'aide précieuse de Sylvie. Cette carte, en l'état actuel des choses, c'est juste une illustration, mais finalement, je pense qu'elle pourrait être, enfin, que c'est un outil qui peut être utilisé même au-delà de l'illustration
Donc, moi, ce que j'ai fait personnellement, pour vous expliquer, c'est j'ai réalisé une balade sonore fictive qui retrace mon parcours sur le terrain. Donc, j'ai fait une première carte sur laquelle j'ai associé donc une carte avec un fond de carte assez simple euh, sur lequel j'ai ajouté les sons que j'ai réalisés lors de mes entretiens, euh, les enregistrements que j'ai réalisés lors de mes entretiens. Ensuite, j'ai fait une deuxième carte à laquelle, sur ces mêmes points, avec les mêmes enregistrements, j'ai associé des photos que j'avais prises aux endroits qui correspondent aux enregistrements et j'ai associé le fond de carte enfin, la photographie aérienne qui montre les massifs forestiers. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire à travers cette carte narrative, c'est d'amener le visiteur de la carte à se questionner sur ces représentations, cette, cette façon de percevoir le son avec et sans image qui serait associée. Donc, euh, je ne suis pas géographe. Personnellement, je ne suis pas spécialiste des cartes, mais avec le peu d'informations, enfin avec les informations que j'ai récoltées durant mon stage, j'ai trouvé que la cartographie narrative et sensible, ça permettait donc au-delà d'illustrer juste mon mémoire, c'est finalement une nouvelle mise en récit qui est permise par la carte. C'est une façon aussi qui peut être utilisée pour faire euh, euh, pour réaliser la recherche avec les acteurs, puisque finalement ça peut être aussi une proposition entre recherche et art de réaliser les cartes sur le terrain avec les enquêtés. Donc c'est un outil méthodologique qui peut vraiment être exploré de manière très intéressante. Euh, Ici, moi, j'ai essayé d'associer la dimension sonore à la carte, mais ce que nous expliquent les courants de cartographie radicale, c'est que la carte peut aussi être utilisée pour questionner les rapports de pouvoir, questionner les rapports au territoire. Et donc moi, ça m'a intéressée parce que ce que j'ai essayé de faire à mon petit niveau et avec un outil qui reste un outil institutionnel, c'est voilà, de questionner notre rapport la place en fait que tient la vue dans notre façon de concevoir le territoire. Voilà. Donc pour terminer, donc déjà, je vous remercie de votre accueil au sein de l'UMR d'Inafor. J'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était un cadre très intéressant pour mon stage. J'ai, Ça m'a permis d'expérimenter le milieu professionnel de la recherche, tout simplement. Euh, Personnellement, j'ai pu constater à la fois les contraintes d'une institution telle qu'INRAE qui a aussi par exemple, pour mon terrain, les terrains en anthropologie sont en général plus longs. Donc, c'était c'était intéressant de voir aussi comment s'adapter à ce cadre de travail. Euh, à la fois, donc il y avait des contraintes, mais il y a aussi tous les outils qu'offre une telle institution qui ont été très intéressants à expérimenter pour mon stage, donc notamment voilà, les plateformes comme SIGAD qui m'ont été mises à ma disposition. Euh, et ensuite, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que le laboratoire d'Inafor, il m'a permis de voir une réelle interdisciplinarité à l'œuvre. C'est-à-dire que moi, en arrivant en première année de master, je suis arrivée au Muséum d'histoire naturelle avec des étoiles dans les yeux, un petit peu face à l'interdisciplinarité. Et on voit aussi les difficultés que c'est de travailler finalement parfois. Avec des sciences sociales et des sciences expérimentales euh, de manière conjointe. Et j'ai trouvé qu'au laboratoire d'INAFOR, il y avait un réel effort, un réel intérêt pour le partage des connaissances et le partage enfin, voilà, et pour le travail des autres. Donc, je ressors vraiment avec un souvenir positif et pas mal d'espoir pour ce genre de projet. Voilà, merci beaucoup.